Bonjour à toutes et à tous. Nous allons terminer avec une dernière séquence sur les scénarios. Et nous allons un peu écourter la journée, alors j'espère que ça vous rassurera, on vous libérera plus tôt. Il y aura quand même un temps de questions pour Karine. Et puis si vous voulez témoigner également. Mais voilà, on a pensé que, vu les températures, c'était plus judicieux d'écourter un petit peu cette journée. On aura aussi les conclusions de fin de journée. Donc voilà, donc cette dernière séquence traite des scénarios. Et nous accueillons Karine Princé, donc, qui est chercheuse au CESCO, au Muséum national d'histoire naturelle, et experte à la Commission européenne, qui va nous donner un regard sur ces outils qui sont importants pour naviguer dans l'incertitude. Karine, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci la FRB pour cette invitation. Donc, on l'a vu depuis ce matin, hein, le dernier rapport de l'IPBES souligne la nécessité de transformation profonde de nos systèmes économiques. Ah non, c'est pas ça. Ah, pardon. Faut que j'appuie sur un truc encore. Ah ok, c'est bon. Merci. Ok. Donc oui, je le disais, ce matin on l'a quand même pas mal abordé. Il y a eu la présentation de Denis qui résumait pas mal ce qui était dans le dernier rapport de l'IPBES, soulignant la nécessité de transformation profonde de nos systèmes économiques et sociaux pour répondre aux crises du climat et de la biodiversité. Mais atteindre un objectif ne dit pas nécessairement comment y parvenir. Un même objectif, si on prend l'exemple de la neutralité carbone à l'horizon 2050, on en entend pas mal parler ces derniers temps, peut être atteint par des trajectoires très différentes, reposant sur des choix différents en matière d'énergie, d'agriculture, d'aménagement des territoires. Et ces trajectoires n'ont pas nécessairement les mêmes conséquences pour la biodiversité. Et c'est précisément pour explorer ces futurs possibles et éclairer les choix d'aujourd'hui que les scénarios sont mobilisés. Ils permettent d'explorer les conséquences de trajectoires alternatives avant leur éventuelle mise en œuvre, ou au moins pour alimenter le dialogue. Alors, ils ont été évoqués ce matin, succinctement, sans nécessairement les définir. Donc, je vais me permettre de prendre ce tout petit moment pour définir ce que sont les scénarios. Donc, les scénarios sont des descriptions cohérentes et plausibles de la manière dont un système pourrait évoluer dans le futur à partir d'un ensemble cohérent d'hypothèses explicites. En aucun cas, les scénarios ne cherchent à prédire ce qu'il va arriver. Leur intérêt, c'est d'explorer différentes trajectoires possibles afin d'en comparer les conséquences. Les scénarios qui décrivent les futurs possibles, ainsi que les différentes politiques qui peuvent être envisagées, jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques et de la prise de décision, notamment par le biais d'évaluations, d'outils d'aide à la construction d'outils d'aide à la décision, mais aussi par des processus plus informels. Et leur construction et leur évaluation dépendent à la fois des données et des connaissances. En réalité, il existe différents types de scénarios qui vont nous permettre de répondre à des questions plutôt diverses selon les contextes de décision. Donc, là, je vous ai présenté ce schéma-là qui vient d'un rapport de l'IPBES 2016, si je ne me trompe pas, et qui nous montre un peu les scénarios dans le cycle politique, d'élaboration des politiques. Donc, on a des scénarios qui vont plutôt explorer... des scénarios qui vont plutôt explorer des futurs possibles. On a d'autres scénarios qui vont, eux, explorer les trajectoires possibles pour atteindre un même objectif, les scénarios cibles. On a des scénarios qui vont nous permettre aussi de faire de l'évaluation ex ante, l'évaluation de politique. Si on applique telle politique, quelles pourraient être les possibles conséquences. Et puis, on a des évaluations plutôt rétrospectives des politiques. On a le passé, et qu'est-ce qui se serait passé si on avait appliqué telle politique à la place de celle qu'on a mis en place. Cette diversité de scénarios, elle est importante car elle rappelle qu'il n'existe pas un scénario universel, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais des outils adaptés à différents contextes de décision. Alors, les scénarios ont déjà joué un rôle important pour identifier les grandes transformations nécessaires, notamment à l'échelle mondiale. Et les travaux de Leclerc et collaborateurs ont montré notamment que aucun levier pris isolément
que ce soit la conservation ou uniquement la transformation des modes de consommation ou des modes de production. Aucun levier pris isolément ne permettait d'inverser les tendances liées au déclin de la biodiversité, les tendances d'érosion de la biodiversité, et qu'une combinaison de mesures de conservation, de restauration et de transformation des modes de production et des modes de consommation était nécessaire pour pouvoir inverser cette tendance du déclin. Alors ces travaux, ils ont eu lieu à l'échelle mondiale. Au sein de la communauté scientifique, on en a pas mal parlé, on les mobilise encore dans nos réflexions sur la question de la prospective pour la biodiversité. Mais ces travaux, ils posent aussi la question de comment ces transformations se traduisent-elles dans des trajectoires nationales concrètes. Une hypothèse souvent implicite dans les débats sur les transitions, c'est que les bénéfices pour le climat se traduiront automatiquement par des bénéfices pour la biodiversité. Et pourtant, cette relation n'est ni évidente ni systématique. Les trajectoires permettant d'atteindre un même objectif climatique peuvent mobiliser des transformations très différentes, comme je le disais, des systèmes agricoles, des systèmes de production énergétique ou des transformations des territoires. Et on en a un exemple avec les scénarios de l'ADEME. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces scénarios. Donc les scénarios de l'ADEME, 4 scénarios qui atteignent tous l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, mais via différentes trajectoires. Donc ces 4 scénarios, ils reposent sur des visions très différentes de la transition écologique. Voilà, on a davantage de sobriété dans le scénario 1, génération frugale, davantage de dynamique territoriale pour mettre en place la transition écologique dans le scénario 2. Pour le scénario 3, on va plutôt s'appuyer sur l'innovation technologique. Et puis le scénario 4, là, ça va être davantage de mécanismes correctifs, notamment via les technologies et les marchés, pour toujours atteindre, dans les 4 scénarios, cet objectif de neutralité carbone. Mais la question devient alors, parce que la biodiversité n'était pas du tout inclue comme un objectif en soi dans les scénarios de l'ADEME, ces trajectoires ont-elles réellement les mêmes conséquences sur la biodiversité? Alors, les scénarios de l'ADEME ne sont pas uniquement des récits de transition. Ils combinent des hypothèses sur les évolutions de la société, à la fois en termes de consommation, des technologies, sur l'organisation des territoires, avec des modèles sectoriels qui permettent à la fois d'en vérifier la cohérence, mais aussi d'en quantifier les conséquences. Et donc, ils nous fournissent des trajectoires complètes et comparables vers cet objectif de neutralité carbone. Dans le cadre d'un projet NEST, donc du projet NEST 2050, donc projet financé par la Fondation Recherche et Biodiversité dans le cadre du programme Scénario 2, et qui rassemble un consortium interdisciplinaire, on est parti de ces 4 trajectoires ADEME, déjà construites et quantifiées, pour évaluer leurs conséquences sur la biodiversité, en l'occurrence sur la vie faune, sur les populations d'oiseaux. Et puis pour explorer, expliciter les visions de la nature et de la conservation qu'embarquent ces différents récits de transition. Alors je vous passe tout l'aspect méthodologique. On va aller directement à la présentation des résultats. Donc ces travaux font l'office d'une publication qui a été soumise, on espère valider très bientôt. Donc là, ici, vous avez un petit aperçu des résultats de ce travail. Cette figure compare l'évolution attendue des oiseaux communs en France dans les différents scénarios de neutralité carbone. Donc le premier résultat qu'on a mis en évidence, c'est que l'atteinte d'un même objectif climatique ne conduit pas à un résultat unique pour la biodiversité. Donc si vous avez le premier panel ici, là, vous avez l'abondance relative en axe ici des Y au cours du temps, donc avec les projections. Donc ici c'est l'aspect passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Déclin de la vie faune. Et qu'est-ce qu'on projette en fonction des différents scénarios pour l'ensemble des populations d'oiseaux, les oiseaux agricoles, les oiseaux forestiers et puis les espèces généralistes. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence effectivement, c'est que les trajectoires se répartissent en 2 groupes distincts. Donc on a les scénarios S1 et S2 qui améliorent nettement les tendances observées pour les populations d'oiseaux aujourd'hui et qui pourraient même inverser le déclin des oiseaux communs.
Les effets sont particulièrement marqués pour les oiseaux agricoles. Donc vous voyez bien cette distinction là entre les 4 scénarios, le premier bloc et S1, S2 ici, et S3, S4 ici. Et à l'inverse, alors juste petit point pour ceux qui ne le sauraient pas, les espèces agricoles, les oiseaux en milieu agricole sont les espèces les plus en danger, enfin sont les plus en déclin parmi l'ensemble des populations d'oiseaux communs en France. Et à l'inverse, les scénarios S3 et S4, donc misant tout sur la technologie et ou sur les mesures correctives, produisent des résultats qui sont proches du scénario tendanciel, voire plus défavorables même dans le cas des oiseaux en milieu agricole. Autrement dit, là ce qu'on a mis en évidence, c'est que la neutralité carbone, ce n'est pas une destination unique pour la biodiversité. Là, on avait 4 trajectoires qui nous amènent à un même objectif neutralité carbone et qui résultent à des résultats différents, des conséquences différentes. Donc une fois ce constat établi, la question devient qu'est-ce qui distingue réellement ces trajectoires? Pourquoi certaines d'entre elles sont favorables à la biodiversité alors que d'autres ne le sont pas? Donc pour comprendre ces différences, ce qu'on a essayé de faire, c'est de chercher à identifier les principaux leviers et pressions associés à chaque trajectoire. Donc un résultat particulièrement intéressant, c'est que les scénarios les plus favorables à la biodiversité sont ceux où les surfaces agricoles à bas intrants augmentent fortement. Dans le scénario 1 et 2, donc génération frugale et celui sur la dynamique des territoires, cet effet est suffisamment important pour compenser la réduction des surfaces agricoles, pourtant généralement considérées comme défavorables aux oiseaux des milieux ouverts. Et à l'inverse, dans S3 et S4, Paris technologique et Paris réparateur et technologie verte, la part des systèmes agricoles à bas intrants, elle reste plus faible, ce qui limite fortement les bénéfices pour la biodiversité. Et donc les résultats suggèrent donc que la transformation des pratiques agricoles constitue un levier plus important que l'évolution des surfaces agricoles en elles-mêmes. Donc on pourrait continuer à détailler un peu ce qui se passe pour les oiseaux forestiers, avec des trajectoires globalement plus favorables que pour les oiseaux agricoles, mais on pourra revenir plus tard dessus si cela vous intéresse. Alors ces trajectoires, elles ne diffèrent pas seulement par la question des usages des terres ou les performances environnementales. Elles reposent également sur des visions différentes des relations entre société et nature. Les scénarios les plus favorables à la biodiversité s'inscrivent dans des trajectoires où l'expérience de nature est davantage intégrée au quotidien, où la conservation est pensée à l'échelle des territoires et où les valeurs relationnelles ou intrinsèques de la nature occupent une place plus importante. Et à l'inverse, les scénarios davantage fondés sur l'innovation technologique ou sur les mécanismes de marché, eux, reposent sur des conceptions plus instrumentales de la nature. Et donc ça montre que les trajectoires de transition, elles ne sont pas seulement des assemblages de technologies et de pratiques. Elles embarquent aussi des visions différentes du futur et de la place de la biodiversité dans la société. Si les scénarios reposent sur des visions différentes de la nature, de la conservation et des transformations souhaitables, on peut se demander comment est-ce qu'ils sont perçus par les acteurs qui sont concernés par la transition écologique. Jusqu'ici, j'ai présenté les scénarios comme des outils qui permettaient d'évaluer les conséquences de différentes trajectoires. Mais ils jouent également un autre rôle important, c'est qu'ils rendent explicites des hypothèses qui restent souvent implicites dans les débats sur les transitions. Les scénarios, en fait, ils nous obligent à préciser quels changements sont envisagés, quels arbitrages peuvent être acceptés, quels usages des terres sont à privilégier, ou encore quelle est la place accordée à la biodiversité dans les trajectoires futures. Et il crée ainsi un support de discussion, de dialogue entre les acteurs qui peuvent partager un même objectif, tout en ayant des visions différentes, des moyens à mobiliser pour y parvenir. Mais du coup, comment les acteurs se représentent-ils les trajectoires de transition? Quels usages font-ils des scénarios et de leurs résultats? Petit teasing, on n'a pas encore les résultats, mais c'est ce sur quoi on travaille dans le deuxième volet de ce projet NEST, là, dont je vous ai parlé. C'est précisément ce qu'on explore là actuellement dans la deuxième partie de ce projet, et notamment le travail mené par mes collègues sociologues et géographes Élise Chiez et Nelly Paresse, où on cherche à comprendre comment différents acteurs de la transition se représentent ces trajectoires et s'approprient les résultats produits par les exercices de scénarisation tels qu'on l'a fait dans le cadre de ce projet. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de produire des connaissances sur les futurs possibles, mais c'est aussi de comprendre comment ces connaissances, elles peuvent éclairer les choix publics, les choix collectifs, pardon.
Alors une fois qu'on a dit ça, les scénarios, c'est un outil très intéressant pour essayer d'envisager les futurs possibles, pour servir d'outil de dialogue. Il n'empêche qu'il réside un certain nombre de limites associées à l'usage des scénarios, dont il faut avoir la pleine conscience et qu'il faut expliciter, évidemment. La première, ça concerne les échelles, à la fois spatiales et temporelles, qui varient considérablement entre les différents contextes politiques et décisionnels. Voilà, c'est clair. Et il n'existe aucun ensemble unique de scénarios et de modèles pour prendre en compte toutes ces échelles, ce qui soulève évidemment la question méthodologique de leur interopérabilité. On a un certain nombre d'exemples, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, de production de scénarios liés au secteur de l'agriculture, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau des territoires et à différentes échelles de temps. Comment ces scénarios sont-ils mobilisés? Par quels acteurs? Quelle est leur interopérabilité? C'est une vraie question de recherche qu'on a envisagé adresser dans un futur proche. Une autre limite, en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte, c'est la diversité des parties prenantes, de leurs valeurs, les conceptions du monde qu'elles ont et qui nécessitent différents scénarios et modèles. Donc il n'existe pas une approche unique pour envisager les futurs possibles. Et une autre limite importante, en tout cas il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger et c'est vraiment un point à appuyer quand on mobilise les scénarios, pas le mettre sur le tapis, sous le tapis, c'est l'incertitude. Ça vient avec de l'incertitude. Voilà, je vous ai mis la petite définition qui vient avec l'incertitude, mais l'incertitude, elle réside à différents niveaux quand on fait du travail de scénarisation. Elle est inhérente aux données et aux connaissances, mais elle est aussi inhérente aux modèles qu'on mobilise pour faire ces projections. Dans le cas des modèles des scénarios de biodiversité, on s'appuie encore beaucoup sur des modèles corrélatifs, de corrélation. Et évidemment, l'objectif dans les prochaines années, c'est d'essayer d'avoir des modèles intégrés qui intègrent des dynamiques éco-évolutives, d'avoir des modèles de causalité, on a évoqué tout à l'heure les relations causales, dans ces modèles pour affiner les projections qui peuvent être faites de trajectoires de biodiversité en réponse à ces différents scénarios. Et donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que les scénarios ne disent pas quel futur adviendra. Ils permettent d'explorer les conséquences des futurs possibles et rendre explicites les arbitrages associés aux différentes trajectoires de transition. Les résultats du projet que je présentais, là, NEST, montrent qu'à un même objectif climatique, les choix de transformation peuvent conduire à des futurs très différents pour la biodiversité. Et leur intérêt est précisément d'éclairer ces choix afin qu'ils ne deviennent irréversibles. Donc voilà, ce que j'espérais montrer dans cette présentation, c'est que les scénarios ne sont pas présentés comme des outils de prévision, mais comme des outils d'évaluation, des outils qui peuvent servir au dialogue dans ces dynamiques, en tout cas ces réflexions autour des transitions, et qui permettent de comparer les conséquences écologiques et de trajectoires alternatives de transformation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karine. Nous allons passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ou des besoins d'éclaircissement sur ce que Karine a présenté? Ça commence à être difficile en fin de journée, je comprends. Avant d'être complètement liquide. Bonjour, vos scénarios s'appuient sur des modèles. Comment vous paramétrez ces modèles? Est-ce qu'ils sont des modèles reconnus par la communauté ou est-ce que c'est vos propres modèles? Enfin, je oui. comprends. Oui, tout à fait. Là, dans le cadre des travaux qui ont été faits de modélisation, en fait, on s'appuie sur un travail antérieur. Donc, je sais pas, il y avait mes collaborateurs qui étaient indiqués dans la dernière slide, j'ai oublié de la mettre. Notamment le travail de Stanislas Rigal et de ses collaborateurs qui a mis en évidence, donc ils ont fait une publication à l'échelle européenne là, il y a 3 ans, c'était 2023 si je ne me trompe pas, et qui a mis en évidence en fait les facteurs en jeu dans le déclin des populations d'oiseaux à l'échelle européenne, avec en premier facteur, enfin un facteur majeur, l'intensification agricole. Et donc sur la base des modèles qu'ils avaient utilisés, l'identification des pressions qui avaient été faites comme agissant sur les populations d'oiseaux, on a mobilisé ce cadre méthodologique-là pour effectuer les projections de populations d'oiseaux à l'horizon 2050 en fonction des différents scénarios.
Ophélie Lirons, présidente du conseil scientifique de FRB. Je me demandais s'il y avait quelque chose de spécifique au scénario qui s'intéresse vraiment à l'échelle de l'entreprise. Parce que souvent, les scénarios de diversité que je connais, c'est un peu plus macro que ça, en fait. Du coup, est-ce que... et les scénarios de l'ADEME, je ne suis pas sûre, je pense que ça, c'est aussi macro, mais est-ce qu'il y a des enjeux particuliers de recherche quand on fait des scénarios vraiment à l'échelle d'une entreprise en particulier Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on entrevoit quand même, c'est que sur le travail de prospective, ça travaille quand même pas mal en silo, à la fois disciplinaire et puis probablement aussi en termes d'acteurs. Donc il y a un travail qui va être fait dans l'année qui vient, là, d'inventaire un peu des scénarios de biodiversité qui sont faits dans les différentes disciplines et avec un panel d'acteurs, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se font. Alors moi, je connais plus le secteur de l'agriculture, au niveau des acteurs, à la fois au niveau de la recherche, mais au niveau des acteurs sur le terrain, qui mobilisent ou qui construisent, qui co-construisent des scénarios. Un exemple typique, c'est la construction des plans alimentaires territoriaux, un certain nombre d'agglomérations ou de territoires qui, pour définir leurs plans alimentaires territoriaux à tel horizon, en fait, co-construisent des scénarios, donc ils s'appuient soit sur de l'existant, soit ils s'appuient sur des travaux et font eux-mêmes ce travail de prospective. Et donc l'idée, ce serait de faire cette espèce d'inventaire. FRB a déjà quand même fait beaucoup sur ce sujet, mais de ratisser un peu plus large et justement d'aller voir un peu dans les secteurs autres qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qui peut nourrir nos réflexions sur cette construction des scénarios de biodiversité. Sur les entreprises, moi, j'ai pas de connaissance de scénarios existants mais il y en a certainement sur le volet socio-économique, en tout cas macroéconomique, il y a des choses qui ont été faites, quoi. Mais qui intègrent la biodiversité, j'en suis pas persuadée. Alors peut-être une précision sur le programme Scénario qui est porté par la FRB. Alors c'est un programme qui accompagne des projets transdisciplinaires sur les territoires. Et donc dans ce cadre-là, on a financé quelques projets et on les accompagne. Et les acteurs économiques font partie des projets dans certains cas. Et dans ce cadre-là, on verra comment ces petites entreprises sont intégrées dans les scénarios. Donc à suivre. Bonjour. En fait, je vais juste demander une précision et après j'ai un petit commentaire. Quand vous dites que les scénarios ils rendent explicites les choix, est-ce que c'est... Enfin, moi, il me semble que c'est vous qui avez essayé d'expliciter les choix dans le cadre des scénarios de l'ADEME, non? C'est ça? Enfin, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est pas explicite a priori. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que les scénarios, ils sont construits avec une sorte d'idée préconçue sur comment la société elle est censée fonctionner. Moi, ça fait penser à Negawatt ou des choses comme ça. En fait, ils donnent une solution technique qui d'ailleurs souvent, moi ce qui me pose problème, c'est que ça va que jusqu'à 2050 et que ça pose pas la question de comment en fait la société elle peut perdurer au-delà. Et en fait, il donne aussi cette solution, cette entre guillemets solution, hein, qui n'est pas forcément, enfin, ça se questionne. Et en fait, un des autres problèmes, c'est qu'ils donnent, c'est un peu politique, c'est-à-dire qu'ils vont faire ces scénarios, ils vont les construire de manière à ce que ça soit entre guillemets acceptable, compréhensible par la société. Le problème, c'est que notre mode de fonctionnement social, justement, il n'est pas écologique. Donc, pour moi, il y a un problème de remise en question plus profonde qui, à mon sens, n'est pas fait en général dans les scénarios. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas étudié les scénarios de l'ADEME, peut-être que j'aurais dû, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Est-ce que les scénarios, ils vont assez loin, justement, dans ce questionnement? C'est une question très pertinente. Donc, sur la question de rendre explicite, effectivement, là, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Alors, il y a une énorme documentation qui décrit les scénarios de l'ADEME. C'est plus de 400 pages, si je ne me trompe pas, qu'on s'est réparti avec tous les collègues. Et qui donne à voir quand même dans ces 4 visions, qui sont pas hyper éloignées les unes des autres, il ne faut pas se mentir. Ce pas des scénarios extrêmes, c'est des visions un peu qui diffèrent, mais qui restent dans la gamme du possible. Et nous, on a cherché à expliciter quand même, ils ont un certain nombre de paramètres qui restent des paramètres numériques à l'échelle nationale et qu'il a fallu que nous, on explicite comme étant
des paramètres associés aux pressions qui jouent sur la biodiversité, en l'occurrence qui affectent les oiseaux. Donc il a fallu quand même adapter un petit peu. Sur la question des visions, en fait, là, il y a aussi un choix en fait, qui est fait sur quels scénarios sont traduits. Les scénarios, il n'y a pas de... Là, ce qui pourrait être fait, c'est de compléter les scénarios de l'ADEME avec des visions encore plus extrêmes, c'est-à-dire avec des choix, des trajectoires qui vont dans une direction qui n'est pas du tout celle engagée, voire même quelque chose de complètement utopiste. C'est pas ce qui a été fait là, parce que l'exercice quand même était d'avoir quelque chose qui rentre dans le champ des possibles. Si j'ai présenté, mais c'est un choix qui est drivé par le politique. L'objectif de la prospective ADEME, c'est d'arriver au moment des présidentielles et d'avoir des éléments d'appui, en fait, des éléments pour le dialogue et d'orientation des politiques. Quelque chose que pourrait faire la société et un ensemble d'acteurs, incluant la société civile et autres, c'est d'envisager des visions plus larges, en fait, et de construire des scénarios qui sortent de ce cadre vraiment très spécifique. Et de donner à voir et de mettre sur la table des éléments qui alimentent le dialogue et les discussions. T'aurais pas répondu ça? D'autres questions? En ligne, peut-être qu'il y a des questions aussi. Alors, qui est... Oui, donc il y a une question en ligne. Est-ce que vos résultats éclairent la controverse land sharing versus land sparing, entre parenthèses implicite dans les scénarios de l'ADEME? C'est une bonne question. Je crois qu'on a écrit quelque chose là-dessus. Oui, je crois qu'on avait écrit, mais là j'ai un trou de mémoire avec la chaleur, mais je crois que quand même on avait écrit un paragraphe qui nourrit ça. Je m'en excuse. Je pourrais répondre ultérieurement à la personne si elle me contacte directement et que je reprends l'écrit. Merci. Oui, une question pour rebondir sur la question précédente. En fait, il y a deux types d'exercices de scénarisation qui sont en train de se faire autour de la FRB et du MUSEM. Il y en a un qui est basé effectivement sur les hypothèses plus ou moins explicites de l'ADEME et sur les récits, qui est basé sur la philosophie de l'école française de prospective, qui est l'idée qu'on part des narratifs et puis éventuellement on y met des modèles quantitatifs. Et puis il y a d'autre part la scénarisation qui a été faite au MUSEM avec les données stock et puis donc effectivement on a un territoire et donc là on part plutôt des modèles quantitatifs. Et apparemment ces deux types de scénarisation ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats. Donc est-ce que tu pourrais nous donner des éléments supplémentaires? Tu peux me redire le premier? Ça peut éclairer justement la question des techniques de scénarisation et de la manière dont on interprète finalement ces résultats de scénario. C'était entre quoi et quoi? Ce qu'on a fait là sur la scénarisation avec les données du stock, c'est ça? Et le premier... L'autre scénarisation qui a été faite à partir des données de l'ADEME. Effectivement, l'ADEME a fait des récits. Ensuite, à partir de ces récits, il y a des données quantitatives qui étaient plutôt sur le climat, plutôt matériel. Et puis finalement, sont arrivées les données biodiversité en dernier. Moi, je n'ai pas vu les résultats de la première scénarisation. Parce que ce qui se passe, c'est que les scénarios de l'ADEME, à la base, ils n'intègrent pas la biodiversité. Et ce n'est pas intégré comme un objectif en soi, et il n'y avait pas d'évaluation biodiversité non plus qui était faite. Donc le travail, enfin en tout cas l'objectif de l'étude, c'était de faire cette évaluation biodiversité. C'est-à-dire qu'on prend ces scénarios tels qu'ils ont été conçus, quantifiés, et de faire l'évaluation biodiversité. Par contre, effectivement, et là j'ai un collègue dans la salle qui pourrait peut-être plus répondre, il y a aussi un autre travail de prospective, de scénarisation, d'intégration de la biodiversité qui a été fait, ou vous avez fait le pendant de ce qu'on a fait là? C'est pas toi? Ouais, pour moi c'est le pendant de ça. Mais j'ai pas vu les résultats. Pas encore. C'est Hélène qui pourrait réagir?
On a perdu Hélène. Sur les résultats de la scénarisation elle-même, autre que le projet Nest. T'as pas vu ? Donc il existe un autre projet qui s'attache à développer l'aspect biodiversité des scénarios de l'ADEME, Ouais. non seulement sur les données oiseaux, mais en prenant d'autres données. Donc là, on n'a pas encore l'ensemble des résultats, mais on pourra comparer ça dans le futur. Je voulais compléter en disant que quelque chose dont on a discuté pas mal, qui est en lien avec quand même aussi le sujet de la journée, c'est que ces scénarios, ils discutent que des impacts sur la biodiversité, ils ne discutent pas des dépendances. Donc en fait, on fait des scénarios sur le climat sans prendre en compte en quoi ces scénarios sur le climat sont plus ou moins plausibles en fonction des états de la biodiversité. Donc je pense qu'il y a un enjeu à terme aussi important qui est d'incorporer pas uniquement les impacts, mais aussi les dépendances à la biodiversité dans les scénarios. Tout à fait. Merci. Donc, dans le cadre du programme Scénario, je vous invite à regarder les autres projets qui sont suivis et qu'on accompagne. Qui est aussi, il y avait une petite réflexion là, sur la place des acteurs et des visions. Donc il y a aussi des projets qui s'attachent à créer ces trajectoires avec les acteurs des territoires en mobilisant d'autres méthodologies qui reposent sur, par exemple, la cartographie mentale ou les récits ou les approches artistiques. Voilà. Et donc, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup, Karine, pour cette écoute. Merci beaucoup. Et donc, on attend la publication. Merci beaucoup Karine et Charlotte. Et pour conclure la journée, on a proposé à Harold Levreld et Laura Rouvière d'apporter chacun leur regard sur l'ensemble des interventions et des échanges qui ont lieu au cours de la journée. Donc Harold, écoute, vas-y. Et puis Laura, n'hésite pas à prendre la suite. Ouais, merci. On démarre. Comment on fait? On se passe la parole? On a combien de temps pour tous les deux? 10 minutes chacun? 10 minutes en tout? Ouais, très bien. Donc, au pic de la chaleur de la journée, merci de m'avoir proposé, avec Laura, de faire cette conclusion. Alors, ça va être une conclusion plus que repasser ce qui a été dit, ce serait un peu pénible. C'est une conclusion qui est partielle et partiale, au sens où elle reflète un peu mes opinions actuellement sur la question de ce sujet. Et font écho à ce qui a été discuté. Alors, on a parlé de l'IPBES tout d'abord. Moi, je trouve que pour l'IPBES, il y a un petit souci dans la présentation qu'ils offrent, parce qu'ils mettent le système économique à côté du système technique, du système de valeurs, du système de règles et de policy, alors qu'en fait, le système économique en lui-même a tout ça. C'est-à-dire qu'un système économique, il fonctionne à partir de règles du jeu, il fonctionne dans un système technique aujourd'hui qui est largement productiviste, et les règles du jeu et les informations, elles touchent beaucoup à l'économie de marché, et c'est bien logique, on est dans une économie de marché. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait considérer qu'il fallait sortir de l'économie de marché, bien sûr, c'est pas ça le sujet, mais que quand même, si on n'appréhende pas le fait que quand on dit qu'il y a des problèmes, on manque d'informations sur la biodiversité pour prendre des décisions, bah oui, mais en fait le système de l'INSEE, le système d'information publique, il est organisé pourquoi? Pour accompagner les activités économiques. J'ai travaillé à l'Ifremer pendant 6 ans. Ce qui était produit comme information, c'est sur les stocks halieutiques qui étaient utiles pour les professionnels de la pêche, pas sur les impacts de la biodiversité générés par ce secteur. Et donc, quelque part, il faut quand même prendre le système dans son ensemble pour voir comment tout doit être un petit peu repensé autour de la question de la contribution des entreprises dans tout ça. Et du côté des entreprises, pour moi, il y a aussi un questionnement, c'est-à-dire que là, on le voit aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont intervenues, c'est des gens qui sont motivés et qui sont engagés dans leur structure pour faire évoluer les activités en faveur de la biodiversité, mais en fait, eux-mêmes ne sont pas ceux qui ont le pouvoir dans ces entreprises, il faut être très clair. Je pense que les directions environnement, non seulement elles n'ont pas le pouvoir aujourd'hui dans les entreprises, mais elles le perdent petit à petit. Elles ont aujourd'hui beaucoup moins d'influence et il faudrait en discuter, mais c'est quelque chose qu'on me rapporte dans un certain nombre de contextes où il y a des décisions à prendre.
Donc les entreprises en soi, par rapport à la biodiversité, ça questionne sur des stratégies qui sont internes, qui sont externes, qu'on n'a pas beaucoup discuté, j'ai trouvé. D'une certaine manière, un enjeu fort, c'est de pouvoir évaluer où sont les marges de manœuvre à ce stade, dans le contexte actuel, dans les entreprises. Et je pense que ça, c'est un travail qui peut être fait en interne par les acteurs qui veulent défendre la biodiversité, et puis en externe quand ils pensent pouvoir avoir une influence, par exemple sur les filières d'approvisionnement, ce genre de choses. Alors, ce que j'ai noté aussi comme élément qui m'interrogeait, c'est qu'on a beaucoup parlé des entreprises, mais on n'a pas du tout parlé de leurs débouchés, ou très peu. Karine a parlé là tout de suite dans les scénarios de la demande, mais en fait, il y a très peu de personnes qui ont parlé de la demande. Or, la demande, pour la biodiversité, il n'y en a pas 15 000 aujourd'hui, et en fait, on aura beau développer tous les produits qu'on veut, toutes les stratégies en matière de changement de modèle de production, si on n'a pas une demande en face, eh ben, en fait, ça ne passera pas. Les demandes, elles sont, celles que je connais bien, elles vont être autour de l'action publique, c'est-à-dire le fait qu'on demande aujourd'hui d'appliquer des séquences ERC rigoureuses. C'est de moins en moins le cas. Les préfets et les préfètes ont de plus en plus de liberté pour autoriser des projets avec le moins de contraintes possible. Réindustrialisation oblige, crise du pouvoir d'achat oblige, etc. etc. Souveraineté, tout ça. Du côté de la demande privée, on a un exemple qui était intéressant, c'était le bio, qui avait été vraiment alimenté par une demande privée depuis 20 ans et qui s'est essoufflé à cause des pertes de pouvoir d'achat. Et en fait, le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, la demande, elle a plutôt tendance à baisser en matière de biodiversité. J'ai évoqué la CSRD tout à l'heure. Les exigences réglementaires ont plutôt tendance à reculer. Le ZAN tient à peu près. La demande des consommateurs, en fait, le problème, c'est que cette demande, elle pourrait être là. On a de plus en plus de consommateurs, comme on les appelle, sauf que ces consommateurs, à un moment donné, ils font quand même des arbitrages par rapport à une contrainte budgétaire. Et donc, ça, je trouve que c'est important aussi à appréhender jusqu'où on peut faire des propositions en faveur de la biodiversité qui soient réalistes par rapport à ces contextes de demande qui sont assez défavorables actuellement. Un troisième élément que j'ai évoqué, auquel j'ai pensé, c'est la question de comment les secteurs d'activité. J'ai posé une question sur les assurances tout à l'heure, je vois monsieur en face de moi, et je pense qu'il y a vraiment un sujet important, c'est-à-dire que je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui adhèrent à des coalitions en faveur de la biodiversité, les entreprises sont de plus en plus mobilisées. Indéniablement, il y a de plus en plus de monde à travailler et à s'intéresser au sujet, mais quand même, moi je repose les questions, c'est pourquoi en fait ne pas d'abord réfléchir en interne comment on peut vraiment changer en termes de stratégie sur la filière d'approvisionnement et sur les débouchés en termes de clients et essayer d'être touché au modèle d'affaires. Or aujourd'hui les entreprises quand même, là aussi je parle de choses que je serais content d'entendre des opinions différentes, mais elles investissent beaucoup dans des fondations qui sont favorables à la biodiversité, elles vont externaliser un certain nombre d'actions en achetant des crédits, des compensations, des choses comme ça. Et ça, c'est pas remettre en cause le modèle d'affaires. Les R&D, elles sont quand même souvent pas très entendues quand il s'agit de faire des conversions qui valorisent la biodiversité, parce qu'il y a plus d'inconnus, parce que c'est beaucoup plus complexe évidemment. Mais je pense que ça, c'est quand même un sujet qui est plus compliqué, mais qui est important à saisir. Et dernier élément que je voulais évoquer, c'était sur les systèmes d'information. C'est vrai que la comptabilité écologique, on en a un petit peu parlé. Je pense qu'il faut vraiment insister parce qu'en fait, c'est ce qui permet à un moment donné de rendre objectif des dettes écologiques. Et ces dettes écologiques, on n'est pas obligé de considérer qu'elles vont mettre en danger la solvabilité de l'entreprise. Ce n'est pas ça forcément l'objectif, mais c'est au moins de donner à voir qu'il y a des dettes qui sont réparties de manière inégalitaire dans les secteurs productifs et que en fait ces secteurs ils ont des responsabilités qui doivent être prises en compte. Je vais donner un exemple sur le ZAN. C'est un objectif qui est ambitieux pour la France. Or aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la dette qui est associée au ZAN, la dette qui est associée au ZAN, elle ne cesse d'augmenter parce que les objectifs de 2030 ne sont pas encore du tout imaginables par rapport aux investissements actuels. C'est 100 km² par an aujourd'hui de dette biophysique par rapport à des objectifs réglementaires qui sont accumulés. Or, ce qu'on a identifié, c'est que le coût de la désartificialisation, si on veut arriver à du net, le zéro artificialisation net, c'est bien ça l'option, c'est qu'on peut continuer à artificialiser si on désartificialise à côté, c'est entre 5 milliards et 32 milliards d'euros par an pour ces 100 km². Donc vous faites le rapport par rapport à la valeur ajoutée du secteur,
qui quand même emploie 1,7 million de personnes, ça peut avoir des impacts importants. Et encore une fois, il ne s'agit pas de travailler sur la solvabilité, mais sur la responsabilité à ces niveaux-là. On a des reculs importants, hein, et je pense qu'il faut quand même en parler. On a perdu 110 000 hectares d'agriculture bio en 2023 et 2024. C'était des actions vraiment qui avaient un rôle, enfin des activités qui avaient un rôle positif pour la biodiversité. Et c'est vrai que j'ai une conclusion un peu, pas qu'un peu, assez négative, voire très négative, et j'en suis désolé. Je trouve que l'atmosphère est pas propice à une conclusion très optimiste. Hein, encore une fois, j'en suis désolé. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir chacun à son niveau. C'est quoi les marges de manœuvre que j'ai dans mes structures productives, dans les relations de rapport de force. Hein. Et je pense qu'aussi les entreprises doivent avoir un rôle politique de plus en plus, en tout cas celles qui sont engagées, et le font certainement pour une part d'entre elles, mais pour vraiment essayer d'avoir les appuis politiques qui vont leur permettre d'avoir un contexte réglementaire qui sera favorable à l'innovation. Parce que moi, je pense qu'effectivement, l'innovation va apporter beaucoup de solutions. Je ne suis pas technosolutionniste, je ne suis pas non plus décroissant. Je pense que c'est entre les deux qu'il y a des choses vraiment importantes à travailler. Et ça ne va pas se faire comme ça, de manière automatique, parce qu'on dit que les entreprises, elles sont dépendantes de la biodiversité. Ok. On aurait peut-être dû le faire dans l'autre sens, parce que moi, du coup, je vais revenir peut-être un peu plus sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Non, mais merci pour tous ces éléments, et du coup, peut-être que mon intervention sera peut-être un petit peu plus institutionnelle. Mais non, moi, en fait, j'ai noté au fur et à mesure de la journée un peu des mots, des phrases qui ont retenu mon attention, et du coup, que je voulais vous partager là un peu enfin, et voir un peu comment peut-être les mettre en perspective. Mais déjà j'ai noté le sujet, parce que pour moi, ça me semble assez important dans le quotidien que je vis avec les acteurs, et plutôt les représentants, moi, des entreprises, que les entreprises indirectes, mais que ce n'est pas parce que les données sont qualitatives qu'elles ne sont pas importantes. Donc ça, c'est une phrase que je voulais souligner. Je crois que c'est Denis qui en parlait dans son intervention au début, et qui rebondissait avec ce que disait aussi Philippe Zawati, de dire rendre visible ce qu'il n'est pas pour transformer les comportements. Et du coup, je trouvais intéressant de mettre ces deux phrases en perspective pour dire qu'en fait, il n'y a pas que la mesure quantitative, je pense, du coup, qui permettra de changer ça. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre du changement de logiciel, qui me semble important à souligner, et qui est revenu plusieurs fois dans la journée. Après, on ne va pas revenir dessus, et tu le disais là, mais c'est vrai que le rôle fondamental de comprendre, et tu l'évoquais aussi dans ton intervention, le fait que en fait, il y avait vraiment un manque de prise de conscience, de compréhension de la dépendance des entreprises à la biodiversité. Je pensais que c'était important de le souligner à la fin, hein, l'analyse des dépendances, impact, risque, opportunité. On en a parlé tout au long de la journée. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle depuis des années, et dont on conclut aussi, alors là c'est mon moment pessimiste aussi, où on en est encore à dire le manque de prise de conscience de ces interdépendances. Là, même si j'ai l'impression que quand même cette approche par les risques progressivement, et on en parlait là, sur le sujet plus de la finance et de l'assurance, peut-être trouve une porte d'entrée. Donc là, je vais essayer de redonner un peu d'enthousiasme sur le sujet. Et que cette approche par les risques progressivement, quand même, notamment via l'adaptation déjà dans un premier temps, mais peut-être la biodiversité derrière, s'immisce petit à petit. Et donc, c'est vrai qu'on en est au schéma un peu initial, le premier schéma qui vous avait été montré des impacts, dépendances, risques et opportunités, quid d'une prise de conscience généralisée de ce sujet-là, et comment l'approprier par tous. Bon, j'ai pas forcément la réponse. Ensuite, par rapport au rapport, ce sujet de l'environnement porteur et des leviers d'action, je pense que c'est important, parce que moi, je le vois comme, pas forcément le rapport lui-même et le résumé pour décideurs, un peu une feuille de route collective et individuelle. Donc, en effet, les acteurs sont assez segmentés. De toute façon, après, quand on pense des cadres, on fait des typologies, et c'est forcément imparfait, ça met dans des cases, mais je trouve que ça nous permet de réfléchir individuellement et collectivement en fonction de quel acteur on est, à quel levier d'action dont on dispose, et comment on peut les mettre en œuvre. Et ce serait intéressant déjà de se poser cette question-là à l'échelle de la France, comment on pourrait traduire collectivement ces leviers, où on en est des leviers qui existent. Ensuite, moi, j'ai retenu le mot courage qui est apparu, et je trouvais ça intéressant parce que c'est l'un des thèmes d'un rendez-vous à la rentrée organisé par un mouvement d'entreprise, le courage. Parce que, en effet, le rapport nous le dit, et on le disait aujourd'hui, les entreprises sont responsables et disposent des connaissances pour agir.
Donc voilà, je pense qu'il s'agit à un moment donné de courage. Bon, j'ai retenu ce mot, je voulais le partager en mode fin aussi. C'est pas un enjeu de conservation, mais de résilience économique. Et je pense que la résilience, on l'a testé tous dans nos corps toute la journée avec la chaleur. Et des fois, on se pose un peu des questions de survie. Et la résilience économique, c'est un peu ça. Et je trouve intéressant parce que l'IBES, quand ils ont sorti le résumé pour décideurs, ils ont voulu vraiment mettre l'accent en termes de messages clés dans la communication sur le fait que l'enjeu, c'est la préservation de la biodiversité, mais aussi des entreprises elles-mêmes, en fait, pour que les entreprises, ne soient pas finalement menacées. Voilà, je retenais aussi de la Direction générale des entreprises, l'intervention de Sandrine Berthet, l'enjeu de mobilisation collective. Et peut-être on en a moins parlé aujourd'hui, mais le rapport met vraiment l'accent sur la nécessité de la collaboration entre les acteurs et de travailler collectivement. Et pour finir, le capital humain, qui est quelque chose qui est ressorti aussi. Je pense que le sujet de la compétence, notamment des nouvelles générations, et quand tu parlais tout à l'heure de l'enjeu de transformer les modèles économiques plus en profondeur, je pense qu'il y a un sujet derrière aussi de compétences. Enfin, ça revient sur aussi la prise de conscience sur les interdépendances. Il y a un vrai sujet sur la formation et la montée en compétences sur ces sujets-là et au niveau des futurs décideurs du monde économique, mais pas que économique. Qui disait pour être un bon ancêtre, et ça faisait la transition avec le thème. Et je vous donne rendez-vous pour continuer à approfondir ces questions le 3 et 4 novembre prochain au Forum Biodiversité Économie, qui s'intitule du coup Agir aujourd'hui pour créer les conditions de demain. Voilà. Bien, il me revient le mot de la fin, donc notamment de distribuer les remerciements. Mais avant de distribuer les remerciements, je voulais ajouter quelques mots quand même, quelques impressions. Donc, ce qu'on a vu quand même aujourd'hui, c'est beaucoup de propositions novatrices. Et ces propositions novatrices, de manière fort raisonnable, le public a dit, mais finalement, est-ce que ces propositions sont concrètes? Est-ce qu'elles sont représentatives? Elles ne sont pas toujours concrètes. Elles ne sont pas toujours représentatives. Et effectivement, on a cet effet un peu déprimant que finalement, la biodiversité continue à décliner malgré toutes ces propositions novatrices. Et par rapport à ça, je dirais que Darwin et les sciences de l'évolution apportent quelques éléments qui sont intéressants. Vous savez, l'évolution, ça procède avec deux processus, le processus mutation-sélection. C'est-à-dire, pour que la sélection opère, il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, il faut créer. Effectivement, s'il n'y a pas d'entreprise novatrice, il ne peut pas y avoir de sélection. Si elles sont toutes médiocres, effectivement, la sélection ne peut pas opérer. Mais à partir du moment où on commence à avoir de la variabilité avec des entreprises qui sont en retard, d'autres qui sont en avance, des banques qui sont en retard, d'autres qui sont en avance, des compagnies d'assurance qui sont en retard et d'autres qui sont en avance, à partir de là, la sélection peut opérer et on a quelque chose comme ça qui peut être, vous voyez, il y a une sigmoïde en fait. Donc, au début, on a l'impression que rien ne se passe parce que c'est le processus de mutation simplement qui crée de la diversité. Mais ensuite, lorsqu'on a suffisamment de diversité, à ce moment-là, la sélection opère et là, ça peut aller assez vite. Ce qui veut dire que, quelque part, qu'est-ce que l'on a à faire en tant que partie prenante? Eh bien, c'est d'une part, effectivement, alimenter la diversité, favoriser les innovations et ensuite avoir effectivement ce processus de sélection opère. Alors, par rapport à ça, évidemment, la connaissance, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, mais peut-être qu'il faudrait éviter, c'est peut-être le piège du modèle de l'évaluation de l'IBES, de se placer dans un modèle cognitif idéal où on aurait une capacité omnisciente des États à réguler, une capacité omnisciente de la société civile à critiquer et les entreprises à se mobiliser. La réalité ne sera jamais comme cela. Donc, est-ce qu'il faut une prise de conscience généralisée? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut avoir une régulation médiocre, on peut avoir une capacité critique médiocre, une mobilisation médiocre, et malgré ça, que ça puisse avancer assez rapidement. Voilà, je vous livre ces quelques réflexions pour avoir quelques motifs d'optimisme, et puis je terminerai donc simplement par les remerciements. Donc, les remerciements, d'une part, nos partenaires, donc le Muséum, l'OFB et l'Institut océanographique, la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. L'ensemble des personnes qui se sont prêtées à l'exercice, qui ont animé les tables rondes et les différents éléments qui ont fourni la conclusion de la journée. L'ensemble des prestataires, y compris la compagnie du Batacloun.
vous toutes et tous qui êtes intervenus, qui avez posé un certain nombre de questions qui étaient fort pertinentes. Et puis finalement, je terminerai par l'équipe FRB. Donc d'une part, le pôle communication, donc nos 4 pôles, le pôle communication qui a été le leader en fait dans l'organisation de cette journée avec l'efficacité qu'on leur connaît et s'appuyant sur les compétences des 3 autres pôles, c'est-à-dire d'une part le pôle sciences-société qui s'occupe notamment de l'Assemblée des parties prenantes et des relations avec le monde économique et financier de la FRB, le pôle international qui s'occupe des conventions internationales, des relations avec l'IBES, et enfin le pôle sciences qui apporte l'ensemble des connaissances et notamment via le conseil scientifique. Et je vous propose donc de les applaudir. Voilà, donc merci à vous. À l'année prochaine, j'allais dire tout autant nombreux, mais en fait, on espère être plus nombreux l'année prochaine parce que notamment les conditions climatiques seront plus favorables. Espérons.